Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints si nombreux cet après-midi pour parler des épicondylalgies. Je suis, comme l'a annoncé Hugo, kiné de la main depuis une trentaine d'années. Et ça fait, on va dire, quasiment 30 ans que on a soulevé un lièvre sur les épicondylalgies, leur prise en charge, qui il y a 30 ans était un peu sommaire, avec 2 électrodes, un peu de massage, notamment aidé par une équipe lyonnaise avec le professeur Comté et puis Philippe Pernaud, que je salue, qui est avec nous cet après-midi. On a travaillé, mis au point un protocole qui tourne et qui a été évalué depuis toutes ces années, qui fonctionne assez bien. Je vais vous présenter cet après-midi, ou au moins répondre à des questions, et on va l'aborder ensemble. Merci Frédéric. Alors, première question. Dans le traitement des épicondylalgies latérales tendineuses, est-il utile de faire un traitement bilatéral, plus sur le travail musculaire excentrique, pour en plus une prévention pour le côté non atteint? Alors, c'est vrai qu'on a souvent des gens qui vont avoir une deuxième épicondylalgie en contralatéral, mais pas forcément simultanément. On peut imaginer qu'il soit intéressant de faire de la prévention. Je ne suis pas sûr que la prévention fonctionne avec du massage transverse profond ou des exercices musculaires excentriques. Par contre, c'est vrai que nos patients ont souvent tendance à dire j'ai une épicondylalgie, je me sers moins du côté où j'ai mal, donc j'ai tout reporté de l'autre côté. En fait, quand on se rapproche un petit peu de la physiopathologie, c'est vraiment quelque chose qui vient usure après usure, année après année. Et en fait, ils sont à la limite de la date de péremption de certaines cellules tendineuses. Ils sont à l'apoptose et ils démarrent leur épicondylalgie comme prévu, entre guillemets. Je pense que on a cette épicondylalgie qui est programmée, comme plein d'autres troubles musculo-squelettiques, et qu'il est intéressant, à mon avis, de voir le point commun de tous ces troubles musculo-squelettiques, et c'est plutôt de faire de la prévention de ces troubles musculo-squelettiques, qu'ils soient homolatérales sur le nerf, sur le tendon, sur la coiffe des rotateurs, ou que ce soit en contralatéral sur les mêmes tissus. Et le point commun de tous ces troubles musculo-squelettiques, c'est la ceinture scapulaire qui décroche, ce socle qui n'est pas suffisamment stable pour présenter un bon carrefour de réorientation de la force vers la main, que ce soit en endurance, que ce soit en geste. Donc, à mon avis, ce qui serait à mon avis important, intéressant, c'est d'avoir un travail proximal de la ceinture, ce qui est, entre guillemets, déjà un peu prévu avec le protocole qu'on utilise. Sur une épicondylalgie à droite, on va reprogrammer la ceinture scapulaire et en cela, on va, entre guillemets, protéger, vacciner notre patient contre les autres troubles musculo-squelettiques. On a une étude en cours actuelle. Voilà. Donc là, sur cette épicondylalgie, c'est quelque chose qui va diffuser, qui va être contagieux à l'ensemble du membre supérieur, aux autres tissus et puis même étages, épaules et poignets, nerfs, tendons. Et si on a des patients un peu en errance médicale, on peut avoir dans certains cas des gens qui arrivent avec un dossier de 6, 7 maladies professionnelles reconnues en PMS. C'est des gens qui ont été absolument complètement fracassés au niveau de leurs articulations, de leurs tendons. Souvent, le moral n'est pas exceptionnel non plus. Hein. C'est des gens qui sont voilà. Ce qui fait qu'en traitant juste focalement un trouble musculo-squelettique, en général, on permet pas de régler la suite de l'historique. Par contre, en traitant un point comme une épicondylalgie plus ce carrefour scapulo-thoracique, eh bien, on arrive assez bien à avoir une solution d'apparition des autres troubles. Voilà. C'est un peu le principe. Et puis, il faut se méfier parce que c'est vrai qu'on a cette dyskinésie qui est associée, mais on a aussi toujours des problèmes un petit peu de patients qui, affectés par la douleur, affectés par le déconditionnement, sont souvent aussi un petit peu en difficulté psychologique. Le moral en prend aussi un coup et c'est pas toujours plus facile de les sortir de cette ornière qui majore un peu les bilans. Hein. Quand vous avez un bilan de la douleur de quelqu'un qui est un peu dépressif, c'est pas forcément très reluisant. Voilà. Donc, pour moi, la prévention de l'épicondylalgie côté contralatéral, c'est travailler pour avoir un socle stable au niveau de la ceinture scapulaire,
c'est pas se mettre en bonne position parce qu'il n'y a pas de bonne position, mais pouvoir permettre de se rétablir, de se rééquilibrer, avoir une possibilité de changer de position en fait. Quand vous voyez des patients, oui, on va dire qu'ils sont eux en mauvaise position tout le temps, alors qu'on peut se trouver, et vous et moi, dans une position un petit peu voûtée, un peu enroulée. Oui, ponctuellement, mais on n'est pas toujours dans cette position-là parce que notre anatomie nous permet de nous redresser, de nous ouvrir. Et, voilà, est-ce que on est encore dans ces possibilités-là? Certains de nos patients sont dans des dyskinésies assez installées, des rétractions installées et des schémas moteurs qui sont très très perturbés. En fait, c'est un schéma postural un peu low cost d'enroulement qui est retrouvé très facilement par une balance musculaire qui nous emmène. Est-ce que on a dynamiquement la possibilité de le faire? Voilà. Et puis tous ces patients, comme je le rappelais, ils sont souvent douloureux et kinésiophobiques. Là, il faut les rassurer, c'est pas parce qu'ils vont se faire un peu mal que c'est un problème. Quand on redémarre le mouvement, quand on redémarre une activité, quand on a arrêté pendant les vacances, eh bien c'est un peu douloureux de s'y remettre. Reprendre en main une activité physique, bah, c'est douloureux, c'est pas facile. Voilà, il faut s'y remettre. Et puis il y a des douleurs un petit peu de remise en route d'apprentissage. Juste pour une notion importante, qui est liée aussi à cette dyskinèsie, c'est le placement du bassin, c'est le placement de ce rachis. C'est éviter une déperdition de force pour se stabiliser activement, parce que la stabilisation passive n'est pas suffisante. Notre stabilité posturale, c'est la stabilité active et la stabilité passive. La stabilité passive, c'est l'empilement. Soit il est suffisamment stable et vous n'allez pas avoir besoin de rajouter beaucoup de stabilité active pour maintenir le squelette, soit vous êtes dans des situations beaucoup plus compliquées au niveau statique, et auquel cas, il va y avoir une force à appliquer pour vous tenir. Et en fait, on voit bien que c'est la triple courbure qui nous a permis de nous stabiliser, de transmettre de la force facilement à cette main pour lancer une sagaie, pour avoir une activité au long cours costaud. Par contre, si on posturalement on perd cette stabilité passive, on va avoir un coût important et des usures et des fatigues qui seront pas compatibles avec un travail au long cours. Surtout si on paye pas notre dette, si on fait toujours ce travail ou si on est toujours dans la même position. Voilà. Autre question qui était venue un petit peu en préambule sur les quelques jours, c'est est-ce que c'est une maladie du geste? Est-ce qu'on a une possibilité sur le geste? Est-ce qu'on peut l'influencer? Alors bah oui, c'est une maladie du geste parce que nous avons changé de schéma moteur. Hein. Toutes nos activités actuellement ne sont plus du tout celles qu'on avait il y a quelques années et il faudrait qu'on s'y habitue, mais le corps ne va pas aller aussi vite que ça. On a aussi une durée limitée, c'est que 35 heures, ce qui n'est pas énorme hein, pour une activité gestuelle professionnelle, entre guillemets. Et puis ce qui pourrait être une activité gestuelle complémentaire de loisir, eh bien, elle a un peu diminué. Avant, on allait on travaillait à vélo, on avait un jardin à travailler, on avait, pour revenir un peu plus loin, mais ça fait que 4-5 générations, on avait du bois à aller chercher, on avait plein de choses à faire physiquement, ce qui compensait peut-être un petit peu aussi un travail peut-être professionnel, qui d'ailleurs à l'époque était moins spécialisé. Donc on avait quelque chose qui était déjà moins spécialisé au travail et qui était dilué dans une activité physique globale de toute la semaine, qui était très diversifiée et puis qui permettait d'une part d'organiser le décrassage, c'est-à-dire avoir une bonne circulation, la maintenance en ayant plein d'amplitudes différentes, et en fait, qui nous permettait de nous défatiguer sans doute un petit peu, alors que sans doute le temps de travail était bien plus long à l'époque qu'il ne l'est maintenant. Alors les maladies du geste, bah oui, sans doute. Et il est très difficile de modifier un geste professionnel. Donc moi, j'encourage les gens à aller voir le e-learning sur les interventions d'entreprise. C'est pas simple d'aller modifier un poste de travail, une habitude, une séquence de travail. Ça demande beaucoup d'investissement, de désapprentissage, de réapprentissage. Voilà.
Par contre, ce qu'on peut modifier, c'est les gestes domestiques. Et là, on a un grand levier pour diluer éventuellement le geste répétitif dans plein d'autres gestes qui permettent de se nettoyer, entre guillemets. Alors, on s'aperçoit que les patients sont limités en amplitude, en endurance, ils se sont hyper spécialisés, et puis ça, c'est sans doute quelque chose de très toxique. On a la même chose aussi chez les sportifs, qui viennent avec des lésions d'usure très spécifiques parce qu'ils ont fait toujours le même geste et ils deviennent des professionnels, entre guillemets, gestuels et se spécialisent. Alors, les épicondylalgies, c'est pas qu'une maladie du geste, on nous le fait croire, parce que le geste, c'est ce qu'on voit, c'est la partie travaillée du plan antérieur, c'est ce qu'on sent, c'est ce qui est devant nous. C'est aussi une maladie de la posture, clairement. Ça, c'est quand même beaucoup plus corrigeable, modifiable que le poste de travail. C'est quelque chose qui est intrinsèque à l'opérateur ou à la personne, et c'est quelque chose qu'on est capable sans doute de faire plus tout un chacun. C'est pour moi être capable de redonner un équilibre pour pérenniser le geste, quel qu'il soit, professionnel, de loisir ou sportif. C'est changer de posture, c'est pas forcément avoir la bonne posture comme on dit tout à l'heure, mais se défatiguer en ayant d'autres positions. On peut rappeler le travail de Bernstein dans les années 20 qui montrait qu'en fait, même le savoir-faire, c'est savoir-faire dans différentes modalités et schémas gestuels, schémas moteurs, et qui implique d'autres positions posturales aussi pour conduire et porter le geste. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Se retrouver en fait une éducation sensorimotrice et proprioceptive pour avoir une pleine mesure de ce qu'on fait et comment on le fait. Alors là, on parle très loin avec nos patients kinésiophobiques qui sont 24 heures sur 24 ou en grande flexion dans leur lit ou en grande flexion sur leur table de travail ou sur leur moment de repas ou devant la télé le soir pour se reposer. Alors que sans doute se défatiguer le soir, c'est plutôt faire l'inverse de ce qu'on a fait dans la journée. C'est pas toujours entendable par nos patients qui préfèrent se mettre devant la télé avec éventuellement le touchpad sur les genoux et encore repartir en enroulement et en pronation sur leur schéma moteur et posture. J'espère que je réponds à peu près aux questions. Je surveille pas les remarques des uns aux autres. Tu me dis Hugo si ça correspond ou s'il faut que je reprécise. Existe-t-il une relation de genèse des épicondylalgies dans la notion de je porte à bout de bras? Peut-on imaginer une corrélation de prévention, de bon sens? Je prends un problème à bras le corps, je tombe sur quelqu'un un bras raccourci, ça pourrait être une question de mon ami Philippe. C'est exactement des adages qui portaient un sens. Tomber à bras raccourci, vous êtes fort, mais vous allez stabiliser votre ceinture scapulaire, alors que quand vous faites un geste d'accueil, vous avez besoin de force, vous n'êtes pas en train d'accueillir pour étreindre quelqu'un, ça n'a rien à voir comme effort. Tu vois. Alors, la genèse des épicondylalgies, il y a deux façons de le voir. Une part en chronosupination qui serait toxique, d'un point de vue disto-proximal, cette manutention en pronation, habituellement réservée aux préventions de faible à toutes les sauces. On fait tout comme ça. Que ce soit porter un sac, que ce soit arracher de l'herbe, on est toujours en train. Alors que nous devrions plutôt, en cas d'effort, préférer la supination et le travail d'un schéma moteur dédié, antérieur. Le supinateur, le principal, c'est l'un des fléchisseurs du coude, qui est le biceps, voilà, et qui irradie vers les abdominaux via les pectoraux. Là, on est dans quelque chose qui est quelque chose de naturel. Malheureusement, en passant tout par la pronation, on n'est pas tout à fait en situation d'efficacité, notamment au long cours. Et puis, ce travail à l'écran, il nous impose par le biais du clavier cette situation pronation et puis fatigue, décrochage de l'omoplate, grande syphose dans ce lombaire, on se recule, on s'affaisse et puis on empire la position, la posture et les signes. Voilà. Ou simplement, toujours du distal vers le proximal, soit je porte façon
façon pince à sucre ce pot de cornichon et ces réfléchisseurs profonds qui font tout le boulot, avec un effet thénodèse qui surcharge encore mes épicondyliens, avec un grand bras de levier, avec une pronation globale du membre supérieur, un décrochage du monoplate qui est programmé, ou alors je travaille en supination, c'est mes fléchisseurs de poignet, c'est mes intrinsèques, c'est mes superficiels, mes fléchisseurs superficiels de travail. Et là, j'ai le temps de revenir, je suis costaud. Et on travaille plutôt statique, plutôt postural, plutôt au long cours, d'endurance, on voit bien l'effet de la pronation ici à gauche, avec cette souris plate, souris classique, avec un enroulement et un affaissement complet du membre supérieur, quitte à devoir mettre le coude côté gauche sur la table pour pouvoir se tenir un peu et avoir un peu d'inclinaison. Alors qu'à partir du moment où on a une chronosupination maîtrisée par ces souris verticales, la patiente se redresse, elle est aussi dans une meilleure position d'épaule, elle a moins de rotation interne et moins d'abduction, elle se redresse et ça devient beaucoup plus confortable avec des courses agonistes, antagonistes plus confortables. Alors après, c'est la vision proximo-distale, c'est celle qu'on a aussi nous avec cette syphose dorso-lombaire et tout ce qu'elle induit, c'est-à-dire qu'elle va avoir une mise en tension, mais aussi en compression neurale, avec des tensions aussi sur la coiffe des rotateurs, sur tous ces muscles stabilisateurs de l'omoplate, que sont le trapèze notamment, que ce soit le grand dentelé, et puis d'autres qui se raccourcissent, le petit pectoral, il tire comme un fou pour essayer de tenir ça, et puis les solliciter dans son action de respirateur accessoire. On est en grande syphose orthodontaire, on ne peut pas respirer avec le diaphragme, c'est les accessoires qui vont être responsables de la respiration à bas bruit, puisque c'est pas une grande respiration. Et puis un impact important, c'est la gléno-humérale, peut-être une voie de contagion à la gléno-humérale, c'est-à-dire que quand on est en syphose dorso-lombaire, on a une sonnette interne médiale de la scapula, et donc on induit une abduction automatique d'une 24-25 degrés. Ça veut dire que vous êtes toujours en surabduction, comme sur un champ de course, vous avez 25 degrés de handicap, au lieu d'être à 30 ou 40, comme vous pensez l'être sur votre poste de travail, dans une position de syphose dorso-lombaire, vous êtes à 30-40, plus. Alors là, on est dans des amplitudes complètement impossibles à gérer, avec certes une autorisation de rotation médiale, certes une possibilité d'hyperpronation, mais des dégâts importants sur la gléno-humérale et sur la fixation de tout ça. Voilà. Et on a vraiment des gens qui se présentent en Droopy Shoulder Syndrome, donc la base proximo-distale dans la genèse des épicondylalgies, elle est là, ces patients qui sont enroulés complets, fatigués parfois et ou posturalement installés pas correctement, ou ne sachant pas se redresser de temps en temps, ou payer leur dette posturale parfois dans la journée, parfois dans leur activité connexe, leur activité de travail. Alors là, on a un certain nombre de questions sur les techniques de recentrage. Le recentrage de l'articulation gléno-humérale, c'est décrit par plusieurs personnes. Il y a Solier qui l'a fait, repris par Thierry Marc. Et puis il y a Thierry Stévenot qui lui présente un projet un peu différent puisqu'il travaille en chaîne fermée. Et cela dit, c'est peut-être quelque chose qui est aussi complémentaire à notre activité. Alors, le décentrage de l'articulation gléno-humérale, c'est quoi? C'est sans doute la cause utile antérieure dont on parlait tout à l'heure. C'est une résultante aussi par le raccourcissement de la capsule dorsale de la gléno-humérale. C'est aussi tout simplement mécaniquement une toute petite surface articulaire. Cette gléno-humérale, c'est une toute petite veine, beaucoup de bras de levier qui s'appliquent, notamment en rotation médiale. Et puis pas beaucoup d'activités diversifiées, compromettrices, pour aller chercher d'autres amplitudes. C'est la même chose sur la ceinture scapulaire. Donc ce décentrage, il correspond à un dysfonctionnement des règles de glissement-patinage décrites par ma collègue. Vous n'êtes plus tout à fait bien centré au niveau de votre
articulation, à partir de ce moment-là, si vous décentrez un petit peu, là, vous perdez vos amplitudes, et puis vous avez aussi une irritation capsulaire, un changement du tonus musculaire périarticulaire, et puis vous polluez votre dynamique gestuelle ou posturale. Donc Thierry Stévenot, lui, a montré l'intérêt de sa technique de recentrage en chaîne cinétique. Je vous laisserai en fin de ce PowerPoint une bibliographie où vous retrouverez les articles, à mon avis, intéressants pour nos longues journées de confinement qui se terminent. Donc, le test de décentrage de Léo Huméral, c'est un patient qui est assis correctement avec un kiné à côté de lui, installé. La prise proximale, elle bloque systématiquement le pouce sur la clavicule, les doigts longs sur la scapula. Il y a une clavicule qui est très fine et puis une scapula qui est plus large, donc les doigts longs sur la scapula. Après, on a 4 types de mobilisation. D'abord, une adduction horizontale, une abduction dans le plan de l'omoplate et une abduction dans le plan frontal. Ça, c'est les tests. Quand ces tests fonctionnent bien, pas de raison de faire la 4e mobilisation. La 4e mobilisation, c'est une élévation en tête. Par contre, si vous avez un doute, après les 3 premiers tests, vous faites l'élévation antérieure. Si dans l'élévation antérieure, vous n'avez pas une mobilisation correcte, on va revenir sur le terme dans un instant, ça veut dire que vous avez un décentrage sur l'un ou l'autre des plans dans les tests que vous avez faits, vous n'avez pas senti. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un test? Alors, lors des tests, on va chercher un arrêt dur dans la mobilisation. Le patient, il vous interdit sur un arrêt dur. Il n'y a pas un arrêt mou qui va jusqu'en bout d'amplitude et qui s'arrête très progressivement. Là, on va avoir un cobaye. Donc, je vous présente Julia. Donc, 3 tests. D'abord, déplie correctement. Le pouce en antérieur. Les doigts longs sur la scapula. Et on va bloquer la scapule thoracique pour avoir des mouvements uniquement dans la gléno-humérale. Premier test, abduction horizontale. Je n'ai pas d'arrêt dur, j'ai toute l'amplitude, tout va bien. Deuxième test, abduction dans le plan de l'omoplate. Je vais passer haut, je n'ai pas d'arrêt dur. Troisième test, dans le plan frontal. C'est du passif, ça va mettre un peu de stress. Voilà. Je n'ai pas d'arrêt dur. A priori maintenant, si je fais l'élévation antérieure, ça devrait aller jusqu'en haut. Et ça va jusqu'en haut, pas de souci. Elle a une épaule bien centrée. On va essayer l'autre, peut-être qu'on aura plus de chance de l'autre côté. Donc là maintenant, on va essayer de trouver une épaule qui va pas bien. Donc, je rebloque, je refais les tests. Ah, là, elle s'arrête. Je remonte de l'autre côté, toujours en même position, je rebloque la scapule thoracique. Voilà. Donc, pas du tout le même mouvement, un arrêt dur. Je vais reprendre les autres tests, je rebloque toujours, dans le plan monoplate, et pas d'arrêt dur, dans le plan frontal. Alors, le test dans l'abduction, c'est un test de décentrage antérieur. Le test dans le plan de l'omoplate, un décentrage inférieur. Là, un décentrage. Ensuite, on va tout cumuler, y compris une rotation interne. Les corrections, on l'a vu tout à l'heure, Julia, elle est gênée dans ce plan-là. D'ailleurs, je pourrais faire le test. Je vais faire le test en élévation. En élévation, je suis sûr qu'elle bloque. Voilà. Elle bloque en élévation juste là. Donc, on est à 110, 115 d'élévation. Donc, décentrage
antérieur. Comment je vais recentrer? C'est facile. Je fais un point fixe, descendre comme épaule, et en situation d'élévation, je donne un point fixe et je vais demander à mon cobaye de tracter le membre supérieur sur l'omoplate. En fait, on va faire, alors, blanc sur blanc, ça ne va pas bien, mais en tractant, on réaligne les segments. Il suffit de choisir la bonne position de main dans l'espace et dans la rotation pour que la traction permette de réduire le décentrage. Là, en élévation, je vais pouvoir lâcher cette main parce que le travail de retrait du membre supérieur va plaquer l'omoplate comme si la docteur, ça va me permettre de la tenir. Elle va tirer quelques secondes en lâchant. Alors, la traction se fait coude tendu, et puis il faut que l'axe de l'humérus soit au-dessus de l'axe de l'épine de l'omoplate. Là, je suis bien au-dessus, donc ça va suffire pour corriger. On se remet dans cette position là, et je reteste. Et là, ça passe tout seul. Elle s'est recentrée activement en chaîne cinétique fermée. Et là, si je monte, elle monte complètement. Elle a recentré son épaule sans problème. Ça, c'est le décentrage antérieur. Si j'avais le décentrage dans le plan de l'omoplate, dans ce cas-là, je me mets dans le plan de l'omoplate, j'offre un point fixe, je suis avec un humérus au-dessus de l'axe de l'omoplate et je lui demande de tracter. Et elle va, et puis elle va se recentrer tout ça. Pour les décentrages en SPI, ceux qui sont testés dans le plan de l'omoplate, pardon, dans le plan frontal en abduction, je me mets pour la correction dans le plan de l'omoplate. Et dans le plan de l'omoplate, ça c'était le décentrage antéro-supérieur. Là, ça va être la même chose, sauf que je vais demander une rotation interne. Et en rotation interne, mais en rotation interne, c'est une vertu. En rotation interne, en abduction, le logiciel de l'omoplate, le coup tendu, si elle traque, elle va corriger un décentrage antéro-supérieur et rotation interne. Bien sûr, après, vous retestez votre patient dans ses amplitudes, et puis vous vérifiez. Merci beaucoup. Je rappelle tout à l'heure pour l'invitation. Ça veut dire que vous avez là moyen de corriger ce petit grain de sable qui s'installe au long cours et qui va polluer globalement la cinétique du membre supérieur et de sa racine. Le tilt antérieur, c'est un espace sous-intromien qui diminue, c'est une omoplate qui se décolle, c'est une capsule dorsale qui se raccourcit. C'est quelque chose qui se passe pas très bien pour la coiffe des rotateurs aussi, qui sont en position longue et qui sont très 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 sollicités sur ces positions au long cours en pronation. Voilà. Donc je pense que sur ces recentrages, on a fait un peu le tour. Position du patient, position du test, la main proximale qui fixe la scapula, mais qui va pouvoir être lâchée puisqu'en fait le patient, en tractant activement, va la stabiliser. Position de départ, la main distale va faire un point fixe, qui va varier avec le type de décentrage. En élévation, quand il s'agit d'un décentrage antérieur, dans le plan de l'omoplate, en pronostication neutre, il s'agit d'un décentrage antéro-supérieur. Dans le plan de l'omoplate, mais en pronation maximale, quand il s'agit d'un décentrage en SPI. Vous avez un point fixe, le patient, la demande c'est tracter
le membre supérieur, parler de l'omoplate. Les gens comprennent assez bien, ou parler d'un trombone à coulisses, ou demander, je sais pas, intuitivement, je leur demande aussi de mettre l'omoplate dans la poche arrière opposée. Voilà. Et puis ça fonctionne bien. Encore faut-il que vous trouverez les infos très 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 précises au niveau biomécanique, les explications, que vous ayez l'humérus au-dessus de l'axe de l'épine de l'omoplate pour pouvoir vraiment avoir cet effet recentrage actif par mise en tension des segments. Donc, combien de temps ça peut durer? Parfois, ça dure 3 jours. Si le décentrage est la raison d'une dyskinésie, de trop de contraintes, voilà, ça peut durer que 3 jours. Mais en travaillant sur la dyskinésie, en travaillant sur la posture, sur le geste, on arrive à avoir des décentrages recentrés qui tiennent plus longtemps. Il faut essayer de voir aussi cette capsule dorsale, il faut essayer de voir comment ça se passe. C'est aussi possible en cas de lésion plutôt traumatique, avec des retentissements. Moi, j'ai certains de mes patients qui ont des faits par rapport au ratio, qui reviennent me voir avec des syndromes sur notamment le nerf ulnaire qui flambent, et puis qui sont complètement décentrés. Un recentrage ramène le niveau de souffrance de ce paquet, sans doute le tronc secondaire antérieur, à un niveau plus confortable, plus habituel. Voilà, il y a parfois des coups de feu sur les traitements. Des gens qu'on va voir un peu au long cours sur les défilés, là, ils peuvent être aussi très très gênés par un décentrage. Voilà. C'est une technique facile, intéressante. Moi, je vous encourage à lire les écrits de Thierry Stéphano. Et puis, lui, il a créé un appareil assez intéressant à mon avis, c'est le Scapuléo. C'est un appareil qui permet de faire ces recentrages, ces décentrages, mais aussi du renforcement de trapèze inférieur et puis de dentelé antérieur. Alors, résultat, sur l'onde de choc, sur la chirurgie, sur tout ça. Alors bon, on va essayer de répondre à cette question-là, qui est la suivante, qui était, voilà, est-ce que les ultrasons peuvent être... Donc, une série de questions sur la physiothérapie. Alors, dans le cadre strict du DPC, moi, je suis obligé de vous annoncer qu'il n'y a pas eu de preuve d'efficacité de fait au niveau des épicondylalgies sur quelques techniques de physiothérapie que ce soit. Donc, c'est très difficile de vous dire, faites ci, faites ça. Pour ceux qui voudraient quand même l'utiliser, pourquoi pas, mais rappelez-vous que le nerf radial passe en antérieur devant la tête radiale, qu'il vous est indispensable de se mettre en pronation pour un peu protéger la branche profonde du nerf radial. Sinon, vous allez aller la secouer par quelques techniques que ce soit, y compris le massage si vous n'y faites pas attention, et vous allez être iatrogène sur cette branche profonde qui est souvent déjà super irritable. Donc, MTP, onde de choc, ultrason, même action, je sais pas, peut-être, pourquoi pas. Alors, si c'est pas une action lésionnelle, puisque nous n'avons pas le droit aux actions lésionnelles, on est des thérapeutes, depuis 46, on n'a pas faire des dégâts, c'est pour ça que les vieilles techniques pour soigner les épicondylalgies ne peuvent pas être prises. On ne peut pas prendre nos patients en charge comme ça. La technique de Miles, l'écothérisation, assez efficace, mais d'ailleurs, je pense que ça recommande, on ne fait pas très bien. On ne fait pas très bien à faire ça. Bon, si on reprend le schéma de Smith, en fait, on voit que sans doute il faut une douleur suffisante, et plus qu'une douleur, il faut une quantité de douleur, c'est-à-dire la surface sous la courbe, suffisante pour enclencher la cicatrisation. C'est un peu ce manque d'information de ces dégâts, de ces micro-ruptures qui n'arrivent pas à déclencher la cicatrisation. Alors, je suis désolé, je pense que le schéma passe pas du tout. Mais globalement, ce que j'ai voulu vous dire, c'est que 5-6 massages transverses profonds par jour, c'est bien plus efficace que un gros passage d'onde de choc tous les 3-4 jours.
Et puis surtout, nous, on s'inscrit dans le temps, c'est-à-dire que sur le protocole, on sait que c'est quasiment nécessaire de faire cette irritation, cet agacement, cet appel de cicatrisation pour avoir ce réflexe alvéolo-cicatriciel pendant quasiment 2 mois. Et moi, je connais pas de protocole d'appel de cicatrisation de 2 mois avec des ondes de choc ou des ultrasons. Ça veut dire que peut-être la régularité et la durée comptent plus que l'intensité et que cela provoque une ontalgie en plus par habituation. C'est-à-dire votre thalamus va s'habituer à cette douleur, mais cette douleur, elle fera son chemin, et notamment au niveau du tronc cérébral et du système neuroéducatif, on va avoir une possibilité de démarrer la situation. La durée, c'est important. Si on pense qu'on fait du one-shot avec des ondes de choc, ça veut dire qu'on est lésionnel et que l'appareil est effectivement lésionnel. Moi, sur ce que j'en sais, j'ai pas le droit d'être lésionnel dans une activité kiné, donc je suis pas sûr qu'on nous aurait donné le droit d'avoir accès à une thérapeutique lésionnelle comme il est prétendu, ou comme il est imaginé qu'elle puisse l'être. Voilà. Enfin, la proactivité est super importante. Elle stimule aussi la remontée de l'estime de soi et le côté psychosocial. Le patient, quand il va se soigner lui-même par du NTT, il va avoir la fierté de l'avoir fait par lui-même et pas par un objet miraculeux, magique. Et puis, moi, je suis avec mon patient pendant ces 10-15 minutes de massage transverse profond pendant la séance. Voilà, lui, il va le faire. Pourquoi moi, je vais passer par une méthode qui n'est pas validée en plus. Voilà. Moi, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Et puis surtout, ça permet la reproductibilité de cette technique, de cette méthode, partout sur le territoire, avec un protocole qui est rendu possible par le peu de moyens à avoir. Il y avait juste une masselotte, du massage transverse profond, et puis un petit peu de bilan pointu, de réflexion, de discussion avec votre patient. C'est quelque chose qui est, à mon avis, intéressant. Alors, il était question aussi de thérapie par onde de radiofréquence. J'ai regardé, et pour l'instant, c'est très peu développé. Bon, on peut attendre qu'il y ait des études scientifiques pour évaluer éventuellement le rapport. Moi, pareil, un DPC, on ne peut pas penser que ça puisse avoir quelque chose sans preuve. Voilà. Donc, pour ma part, les ultrasons, ils sont pas suffisants pour la rééducation avec ou sans calcification. Donc, voilà. La calcification, c'est quoi? La calcification, c'est le déchet de la cicatrisation. Ça veut dire que votre tendon, il a fait son travail de cicatrisation et qu'il a plus, il est fort, il est bon. Alors voilà, c'est pas forcément nécessaire de s'en inquiéter. C'est quelque chose qui va se réabsorber. Il faudrait refaire des questions. Il faudrait refaire des radios un petit peu à distance pour voir comment ça se passe. Mais voilà. Ces calcifications, elles sont plus embêtantes dans les endroits qui sont notamment aux espaces sous-acromiaux. Dans ces cas-là, on fait des techniques de ponction lavage, mais c'est rarement le cas au niveau des équipes. Voilà. Peut-être que si vous avez des douleurs alors qu'on a une calcification, que peut-être la cicatrisation est faite pour revoir un peu les éléments du diagnostic différentiel, refaire un lambda. Pour nous, quant aux résultats derrière le traitement chirurgical, à Angers, parce que je peux parler que de ce qui se fait à Angers, facilement, parce que les chiffres ne sont pas forcément donnés par toutes les équipes. Nous, on a des patients qui vont bien, mais qui vont bien avec assez de recul. D'abord, il faut avoir une atteinte neurale pour être opéré chez nous, ce qui veut dire que votre patient, il a un ou 2 tendons pulsionnaires qui est plus ou moins en neurodèse, donc c'est un gros chantier. Les résultats sont bons entre 3 et 9 mois. La plupart des gens qui n'ont pas un travail très fit peuvent reprendre à 3 mois. Mais c'est pas anodin, hein, pour ceux qui ont suivi la formation, vous avez vu le film, c'est un gros chantier chirurgical. Il y a assez peu de SDR sélectés au coude, mais il y a des suites un petit peu algoïdes. Sur un cas sur 10 où les gens ils ont un peu du mal à tendre le coude au début, donc on les suit un petit peu, mais globalement reprise pour tout le monde
au 6e mois sans problème, voilà, en gravité. Et puis, ça explique pourquoi on a besoin d'une autre thérapeutique conservatrice par la rééducation, aussi bien pour le tendon que pour le nerf, puisque nous, je pense que sur les tendons, on n'en a quasiment pas qui sont opérés, ou alors c'est parce qu'ils ont un nerf associé, qu'on n'a pas réussi à soigner ni le tendon ni le nerf. Je pense qu'il y a moins de 3% de nos patients qui sont opérés sur une épicondylalgie au sens large du terme. Alors, est-ce qu'il faut s'arrêter? Est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter? C'est un vrai problème. On a des patients qui ont un problème tendineux, aucun risque, ils peuvent continuer, surtout si l'ambiance de travail n'est pas trop toxique. S'il y a un problème neural, je serais tenté de dire qu'il vaut mieux lâcher un peu le pied, parce que ce geste, il entretient une irritation et un nerf qui est plutôt très sensible au niveau du nerf radial. Quand ça a commencé à se mettre en route, c'est plus difficile de faire machine arrière, donc il vaut mieux lâcher l'activité qui est iatrogène et pathogène. Pour les sportifs, oui, il faut aussi revoir le matériel, le terrain, l'hydratation, l'alimentation, le geste, l'orgueil de savoir que de temps en temps on n'est plus capable de jouer au même niveau qu'il y a 20 ans et on peut se faire battre par son enfant qui nous fait courir comme à la fin, on est en retard sur la balle et puis voilà, on se place pas très bien, on n'est pas bien centré, voilà, on joue à un niveau où on n'est plus, où on n'est pas. En tous les cas, moi, quelle que soit la pathologie des patients, je leur demande une activité physique quotidienne d'une petite heure pour avoir ce décrassage et cette bonne vascularisation dont on parlait tout à l'heure. Alors, j'ai une épitrocléite persistante. Qu'est-ce que je peux faire? Épitrocléite, on est de l'autre côté. J'ai fait plusieurs séances de choc. Alors, épitrocléalgie, c'est souvent en tendineux pur. Quand elle est neuropathique, c'est sur le nerf ulnaire, donc on est avec une symptomatologie très claire. Par contre, il faut se méfier du plan ligamentaire et capsulaire interne, qui peut être un peu agacé. Ça dépend un peu du parcours sportif. Il y a quand même pas mal de gens qui ont fait des sports de ballon, alors, plus délectivement du javelot, mais ça va vous permettre de bien comprendre que le geste d'armée, il est très sollicitant sur le plan capsulaire. Donc, il faut faire des tests. Mes douleurs, elles sont avec des muscles, enfin, valgus plus un travail musculaire, valgus tout court, donc ça permet de dissocier un peu les choses. Et puis, ça répond assez bien, même protocole adapté sur les épitrocléens, c'est-à-dire plutôt en frein de supination, et puis plutôt qu'un travail de frein d'extension, je préfère, moi, demander aux gens de faire un travail en double fléau, c'est-à-dire lancer comme s'ils avaient un fléau pour battre le gras, mais ou un fouet. Et là, on demande un travail de fouet qui se termine en supination. Et là, on fait du travail vraiment excentrique, en frein, avec les maslottes qui donnent de l'inertie un peu plus au système. Et puis, voilà, massage transverse profond, bien sur le point. Alors, on a des résultats un peu moins bons, un peu moins probants, peut-être 60-70% que les épicondylalgies latérales, mais globalement, ça répond bien. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il me parle d'un syndrome défilé thoraco-brachial ou un problème radiculaire. C'est une piste à explorer. L'épicondyle médial dépend du sclérotome de C7, par exemple, donc une douleur profonde, ça peut être du C7, donc on fera peut-être les modulations neuroménagères, mais il faut faire un test de LV pour évaluer le C7. Les tests sur le défilé sont pas une très grande spécificité, donc il faut un médecin bien habitué, bien spécialisé, qui a l'habitude, et puis croiser un peu les choses avec l'EMG, le Doppler, qui pourront éventuellement confirmer ou infirmer les signes cliniques. Voilà. Mais quelle que soit l'histoire, une douleur du membre supérieur, un peu sourde, un peu au long cours, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, plutôt un travail de ceinture scapulaire en récupération un petit peu de confort et de longueur et de moindre tension sur tout son membre supérieur, et puis diversifier son activité
rajouter un peu de marche, respirer, changer un peu ses habitudes. En fait, se défatiguer en faisant autre chose. Voilà. J'ai été un petit peu long, et puis on a eu cette petite coupure technique, je m'en excuse. Donc là, vous retrouvez une vidéographie. Si Hugo, tu veux reprendre un peu la parole pour poser des questions, espérons que ce soit plus stable que tout à l'heure. Mais écoute, merci à toi déjà pour toutes ces réponses et on va donc passer aux questions. Alors, on a une question de Alice qui demande, à part le MTP pour les points périostés, il n'y a pas d'autres techniques locales sur le coude. Finalement, il y a plus de travail sur l'épaule, scapula, cervicale et posture que le coude lui-même. Alors, tu n'as pas tort. Moi, je trouve que les gens qui viennent me voir avec une épicondylalgie, ils ont de la chance parce qu'ils ont une lésion qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien et qui va bien répondre à un traitement local. Donc, les gens ne sont pas en généralisation sur tout le monde supérieur. Une épicondylalgie simple et tendineuse, c'est que du bonheur, ils ont de la chance. Mais c'est vrai que quand on remonte un peu, quand on détricote l'histoire, il y a sans doute un problème gestuel, postural et proximal à régler pour leur garantir que ça va bien se passer. Mais le problème de coude, en fait, c'est ça se passe assez bien si le patient est proactif, s'il se masse régulièrement. Oui, alors après, il y a des petites techniques, il y a des gens qui se massent voilà, en automassage avec un bout de bic en automassage. Enfin, il y a des petits trucs comme ça qui sont dans la formation, vous retrouverez facilement. Mais oui, localement, le soin du coude, il est assez facile, il est assez simple. Et une fois qu'il est engagé, en général, pas de problème sur l'épicondylalgie tendineuse. On sait qu'elle va bien répondre en lycée. Tu as raison. Alors ensuite, on a une deuxième question qui est: bonjour, j'ai un patient avec une épicondylite chronique. Son rhumatologue lui a proposé un transfert de plasma en injection, sans résultat. Avez-vous des informations sur cette technique dans le cadre des condylites? Alors, je vois Philippe Pernaut qui demande aussi des injections au oncologue. On est un peu dans les mêmes types de questions. Alors d'abord, waouh, un rhumatologue qui n'injecte pas de la cortisone. Nous, on a vu qu'avec la cortisone, on avait des épicondylalgies rebelles et que les gens s'en sortaient jamais, qu'ils avaient toujours une épicondylalgie au long cours. Alors, je dis épicondylalgie et je dis pas épicondylalgie. Je dis tendinopathie, parce qu'en fait, sur l'épicondylalgie, on est bien d'accord que c'est pas une tendinite. D'ailleurs, sinon, ça répondrait durablement aux anti-inflammatoires, ce qui n'est absolument pas le cas. Ce qui balaye tout ce qui est thérapie anti-inflammatoire pour les tendinopathies. Après, les injections, elles peuvent être de sang autologue, c'est-à-dire qu'on prélève du sang au patient et puis on infiltre le patient avec ce sang. Ça peut être du plasma, ça peut être du plasma qui a été centrifugé pour récupérer juste les molécules qui sont intéressantes pour la cicatrisation. Il y a eu des expériences faites avec des injections uniquement de sérum physiologique. Et en fait, on s'aperçoit que quel que soit le liquide injecté, pour peu que ce soit pas de la cortisone, on a le même résultat. C'est-à-dire qu'en plus, il n'y a pas d'étude qui a été faite. C'est assez compliqué de mesurer ce qu'on réinjecte et les modalités d'une étude sont très strictes. Elles ne permettent pas de répondre à une évaluation précise. Ce qui semble pourtant intéressant, c'est le mode d'injection. C'est-à-dire que, contrairement à une infiltration simple en une fois, les injections de sang autologue, de sérum physiologique ou de plasma enrichi, c'est des criblages dans le tendon. Et un criblage qui s'entend à l'oreille quand on est à côté. Hein. C'est clac, 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 l'aiguille et le biseau de l'aiguille vient frapper l'épicondyle osseux. En fait, ce criblage, c'est une ténotomie percutanée à l'aiguille. Ce que nous n'avions pas le droit de faire en lésionnel, le médecin, lui, a le droit de le faire. Et en fait, il crée une lésion suffisante pour démarrer la cicatrisation sans doute. Alors, vous allez me dire pourquoi on commence pas par ça? Parce que, comme tu le disais juste avant, eh bien, le soin du coude, c'est une partie des choses. Et une partie pas énorme. Ce serait, on pourrait transformer le massage transverse profond en criblage, très bien. Ça ne nous empêcherait pas d'avoir à faire le renforcement musculaire excentrique, ça ne nous empêcherait pas d'avoir tout le travail proximal et gestuel et postural
en plus. Donc, on a le temps pour tout faire, et puis en plus, on implique le patient dans le massage qu'on va se faire. Mais pourquoi pas, on a certains patients qui passent sur cette technique de son autologue. Nous, on en a, voilà, sur les 4-5% qui répondent pas, il y en a plus de la moitié qui vont répondre, c'est-à-dire les 2% qui vont passer par du stomatologue qui est d'injection locale, ça coûte pas cher du tout. Donc, prélèvement de sang et qu'on réinjecte. Et c'est le sang du patient qui l'a sauvé. Alors là, c'est fort. Merci. Alors, nouvelle question. L'épicondylalgie est une dysfonction musculaire concentrique et ou excentrique? Alors en fait, c'est plutôt excentrique, mais c'est sur des muscles qui sont travaillés au long cours, c'est-à-dire que l'équilibre statique du cadre de l'avant-bras est médiocre, parce qu'il n'y a pas de stabilité passive. Donc la plupart de la stabilité, elle est active sur cet avant-bras. Et la stabilité active, elle est due aux épicondyliens et aux épitrocléens, qui sont, eux, les uns en course longue, les épicondyliens, les autres en course courte, les épitrocléens. Et donc, il faut essayer de tenir ce cadre de l'avant-bras autant que possible pour que ce soit stable et que ça fasse la force jusqu'à la main. Ça veut dire qu'on est dans des situations où on n'est pas tout à fait en dynamique. Donc, je serais plutôt en train de dire, je réponds vraiment, ni concentrique, ni statique, mais statique en course longue sur les épicondyliens. En fait, on est dans cette distraction et ce dépassement de la capacité résistive du tendon, c'est ce qui fait lâcher les fibres tendineuses et qui crée les micro. Alors ensuite, que pensez-vous du protocole de Stanich? Stanich, nous on s'en sert sur les membres supérieurs. Alors c'est pas pour les sauteurs et pour les membres inférieurs, donc il faut un peu l'ajuster, mais tout à fait, voilà, très très intéressant et un renforcement excentrique qui est aussi intéressant au niveau proprioceptif pour que le patient se rende compte qu'il est toujours en pronation et puis aussi pour augmenter ses capacités résistitives dont je parlais juste avant. Pour une épicondylalgie, doit-on faire tous les bilans musculo-squelettiques et neurales de tout le membre supérieur à chaque fois? Pas à chaque séance, mais à mon avis, aller interroger une épaule, une dyskinésie, un nerf médian, ça me semble intéressant pour savoir où est le patient, s'il est dans une forme qui a déjà évolué, régionalisée. Et puis, de toute façon, on aura besoin de le traiter. On peut avoir déjà des signes sur le médian. Moi, c'est pas rare que je donne des consignes et des conseils sur la prise en charge du nerf médian, en même temps que les épicondylalgies. Voilà, les gens lâchent par le nerf médian aussi avec leur épicondylalgie parce que ce travail en pronation, il a une grande influence sur la place du nerf médian dans le canal carpien et sa tension. Et puis, on a aussi un autre effet, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les trocléens en course courte qui va essayer de stabiliser. Parmi ces épicondylien pronateur sous lequel passe le nerf médian et qui est la poulie de réflexion du nerf médian comme le faisceau superficiel du supinateur et la poulie musculaire de la branche profonde du nerf radial. On a des réponses un peu équivalentes. On touche le nerf médian, il passe sous le tronc secondaire antérieur, le petit pectoral, enfin voilà, avec une statique pas très bonne. Il a toutes les raisons d'être un petit peu irrité et il vaut mieux ne pas majorer cette irritation et surveiller comme le lait comme sur le feu. Alors maintenant, dans le cadre d'un sport comme l'escalade, la lésion serait plus due à un problème de geste ou d'échauffement? C'est assez exceptionnel. Les lésions des gens qui sont dans les impettes, c'est plutôt les poulies, plutôt des lésions tendineuses, d'efforts sur les prises, hein, alors monodigital, arqué et tout ça, assez peu sur les épicondyliens. Donc, comme c'est pas spécifique, je serais tenté de répondre que c'est plutôt un problème d'échauffement globalement, d'enthousiasme et d'avoir envie de monter et puis pas une préparation suffisante. Peut-être aussi en amont, dans la préparation physique avant, et puis un bon échauffement pour se mettre en route. Alors ensuite, on a Alexandre qui demande: bonjour, pouvez-vous montrer un exemple de progression sur votre application du protocole de Stanich?
Alors, le protocole de Stanish, il est sur 2 exercices. Un exercice qui est en frein de pronation et puis un frein de flexion. Bien sûr, c'est du Stanish, mais c'est aussi un muscle qui va travailler tout le temps si on ne fait pas en repos. Donc, la mise en situation initiale, c'est passif par l'autre main. Là, si je prends ma bouteille, je vais la mettre passivement en main et je vais avoir un frein. Voilà. Et la remontée sera passive. Alors, le protocole de Stanish, c'est une quinzaine de mouvements avec un poids et donc une vitesse. Alors, si tout se passe bien, les 10 premiers mouvements ne font pas mal. Ça veut dire qu'on a le bon poids et la bonne vitesse. Et puis, après ces 10 mouvements qui nous font pas mal, on a 5 mouvements qui tirent un peu plus, qui sont le signe d'un renforcement musculaire. C'est aussi pour ça qu'il faut faire une remontée passive, parce que sinon, votre muscle, il est ischémique, et il va souffrir d'ischémie avant de pouvoir se renforcer. Donc, bien penser à remonter passivement, et plus patient, pas que ça, le geste tout le temps, parce qu'on savait qu'il y a. Alors maintenant, la bonne vitesse et le bon poids, c'est quoi? C'est inversement proportionnel. Pourquoi on aurait, si vous avez un poids très lourd, eh bien, vous avez plus de contraintes. Si vous avez une vitesse rapide, vous freinez peu de temps et vous avez un moindre effort de frein. Ça veut dire que si vous voulez un effort important, c'est un poids lourd et un mouvement lent. Alors que pour une contrainte plus légère, on va prendre un poids léger et puis une vitesse rapide. Comme ça, votre patient, sans prendre d'inertie, puisque le poids est léger, ça vous permet d'avoir un effort de frein plus faible, et donc de protéger votre patient. Maintenant, moi, avec mon habitude, je préfère travailler à poids constant et faire varier la vitesse. Vous avez bien compris qu'au début, le patient va aller assez vite et que plus ça va aller, plus il va lentement. Ce faisant, là, je vous montre un exemple dans l'air, mais mon patient, il est coude sur la table. Il est en bonne position d'accrochage du moyen d'épaule parce que c'est un travail sensitif, proprioceptif. Il faut qu'il contrôle bien et qu'il profite du moment pour ressentir tout ce qu'il a. Et puis, deuxième exercice, c'est du frein de flexion de poignet qui va répondre au même. Pour être complet, si j'ai un signe d'atteinte neurale, je ne fais pas le frein de pronation, parce que le frein de pronation est aussi très iatrogène. C'est aussi pour ça qu'il faut faire un bilan complet et savoir si le nerf radial va pouvoir supporter le frein de pronation dans des exercices sur une épicondylalgie. Il y en a encore quelques-unes. Donc, le port de charge en supination n'est-il pas lésionnel sur le poignet, notamment sur le tendon distal de l'EUC? Quel compromis trouver? Le port de charge en supination? Oui. Bien, c'est pourtant celui qui est un peu à conseiller puisque c'est un schéma moteur de force. Il va aussi orienter les fléchisseurs des doigts, les fléchisseurs du poignet, les épitrochléens en position optimale pour recruter derrière le supinateur principal, donc le biceps et les pectoraux. Alors l'EUC, oui, il y a de temps en temps des irritations de l'EUC, mais sur les irritations de l'EUC, dans le cadre de port de charge, en supination, j'y crois moins. Il est moins sollicité qu'en pronation, d'une part. Par contre, ce qui peut être important, c'est de vérifier quand tu as une synovite de l'extenseur urinaire du carpe, c'est de vérifier qu'il n'y a pas un problème ou dans le carpe avec notamment des lésions intracarpiennes, ou plus régulièrement vérifier les carpiennes inférieures.
la radio-crânienne inférieure, elle signe sa souffrance par des douleurs type synovique de l'extension sensorielle. Ok, donc ensuite, pourriez-vous montrer une application de Stanich dans le cadre de l'épicondylalgie médiale? C'est ce que je montrais tout à l'heure pour notre collègue, c'est-à-dire ça va être du frein de supination, la même que tout à l'heure, comme ça, et je remonte avec l'autre main pour les mêmes raisons. Voilà. Et puis, en exercice, avec ma bouteille qui est lestée. Voilà. Et là, dans ces cas-là, la projection des billes à l'intérieur de la bouteille va me donner l'exercice. Et là, je vais travailler sur mes épitrocléens en frein, comme le préconise Stanich. Alors là, c'est la vitesse du coup de fouet, la pronation, la supination dans laquelle je la fais, et puis la vitesse et le poids, bien sûr, des billes qui vont se déplacer. Ok, et donc maintenant... Alors, juste pour revenir à la question d'avant, vous avez peut-être des flexibars, vous savez, rouge, vert, bleu. Moi, j'aime bien prendre donner ces coups de fouet avec les flexibars qui donnent vraiment un travail intéressant jusqu'aux épitrocléens. Et puis, bien faire la différence entre une insuffisance capsulo-ligamentaire et une épicondylalgie médiale. Bien faire la part dans votre bilan. Ok. Donc, ensuite, Jean-Nicolas qui se demande si le travail de force en pronation est donc à proscrire. Il le serait, mais j'ai pas envie de proscrire quoi que ce soit. Mais il me semble que la nature ne nous a pas fait pour ça. Mais de temps en temps, on est obligé de le faire parce que les prix ne permettent pas de faire autrement. Ce qu'il faudrait, c'est du travail de force en pronation, que du travail d'endurance en pronation, que du travail de finesse en pronation, manger en pronation, dormir en pronation, conduire en pronation, sortir de l'hyperpronation. Donc ensuite, pourriez-vous montrer l'application des points périostés? Alors, je pourrais. Ma fille va me détester, mais je pourrais. Alors là, je vous demande juste un temps. Je profite de la fin. Alors, sur un coude, voilà, vous le voyez bien. Donc, là, je prends la face palmaire de mon IP du 3 que je vais bloquer sur la MP du pouce. Voilà. Là, j'ai l'angle qui va venir impacter sur le coude. Cette main-là est importante parce que quand je vais appuyer, il ne faudra pas que je glisse, parce que ça, c'est affreux. Mais juste au-dessus, donc c'est ça. Juste au-dessus, là, je vais pouvoir, avec tout le poids de mon corps, faire un point périosté qui sera très... Oui, elle en profite parce qu'elle n'a pas l'habitude. Nos patients qui ont eu 4 semaines de massage transverse profond le supportent bien mieux. Voilà. Autant sur cette partie-là, le massage transverse profond sera intéressant parce qu'on est encore sur une partie tendineuse qui est importante. Dans la première partie du protocole, on a en plus une longueur et une surface importante. Je m'excuse Frédéric, mais on a vraisemblablement, on n'a plus d'image. Donc, ça va être... Et là, est-ce que vous me retrouvez ou pas? Donc, il y a des gens qui ont l'image, d'autres qui n'ont pas l'image. Alors, je pense que ça doit être un problème de bande passante selon les personnes. On n'a qu'à continuer, on verra. On verra voilà. Après. Il y a des gens qui disent il n'y a pas de problème. Alors, en fait, sur notre coude, la première partie du protocole, c'est ici. Et là, le massage transverse profond est très intéressant. Mais deuxième partie du protocole, la douleur, elle se concentre et elle remonte. Et quand on arrive sur l'épicondyle, c'est beaucoup plus difficile de faire du massage transverse profond. Et là, le point périosté, bien stabilisé comme je vous ai montré, là,
il va être électif et pontiforme comme il le faut. Et ce point périostée, il va d'ailleurs continuer à monter au fur et à mesure des semaines, bien qu'à la fin, on est quasiment en train de faire un point périostée disto-proximal, quasiment à l'arrière de l'épicondyle, signe que la douleur, au moins celle qu'on a projetée, elle se concentre et elle se proximalise, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle, comme toutes les douleurs dans nos suivis de patients. Ben, écoute, merci à vous de m'avoir accueilli en pleine sieste, là, et merci à tout le monde, à Ambroise Paré pour cette rencontre.